Faut-il qu'à la fin de leur formation, les nouveaux bacheliers finissent comme beaucoup de leurs devanciers sans emploi? C'est ce qu'il faut absolument aujourd'hui éviter. J'ai sur ce plateau deux jeunes qui n'ont pas subi ce sort et qui ont su trouver leur voie. Ce sont eux qui vont parler aux nouveaux bacheliers, qui vont les aider dans leur choix de filière afin de ne pas finir hors du système, hors des sentiers les plus normaux. En cela, je vous présente Monsieur Kwelo Banambé, qui est écrivain. C'est Kwelo Banambé, il est écrivain, il a gagné le concours international de littérature organisé par l'Institut des civilisations noires de la Côte d'Ivoire il y a quelque temps seulement. Il est enseignant à l'université de pertinence du professeur Honora Aguessi, donc à Ouida, et promoteur de l'ONG Éduc-Afrique, une éducation, un développement, c'est la devise de cette ONG Éduc-Afrique. Et en face de lui, bonjour déjà, Banambé Kwelo. Bonjour, cher journaliste. Merci à vous d'accepter cette invitation et merci surtout de contribuer à l'orientation de ceux qui, pour certains, sont peut-être plus vieux que vous, mais qui viennent seulement d'obtenir le baccalauréat. C'est en fait une mission pour nous. Comme Franck Fanon a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir, remplir ou traiter sa mission. Quelle est notre mission? Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous d'accepter cette invitation, cette mission que vous allez accomplir avec notamment monsieur Nadim Tchala. Nadim Tchala, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Vous êtes consultant indépendant, juriste, politiste et communicateur. Vous êtes également président d'une ONG et commissaire aux affaires politiques de la Commission africaine de la jeunesse. Voilà donc deux jeunes, vous les auriez croisés, vous vous seriez peut-être demandé s'ils peuvent vraiment parler d'orientation. Nous allons nous en rendre compte maintenant. Première question que je vais poser à mes invités, vous le savez très bien, chaque fois que les résultats du bac tombent, c'est avec euphorie que les parents et les candidats accueillent la nouvelle de l'admissibilité d'abord et puis de l'admission définitive. Est-ce que, Nadim Tchala, cette euphorie a encore des raisons d'être aujourd'hui? Je dirais juste oui et non. Oui, parce que pour un enfant qui a suivi un cursus académique normal et qui se retrouve à avoir le premier diplôme universitaire à un moment donné, peut être embobiné dans la joie en fait d'avoir eu un diplôme et puis bon, ça le met en dehors des autres membres de la société parce que pendant qu'il est heureux, d'autres personnes sont dessus, il y a des pleurs supérieurs à d'autres. Mais non, parce que dès qu'il finit cette joie, et qu'il rentre à l'université, il se rend compte que ce qu'il croyait avant n'est plus la même chose aujourd'hui. Il se retrouve face à d'autres défis. Et là, le défi de l'orientation, le défi de savoir qu'est-ce qu'il fera réellement de sa vie. Parce que quand on est enfant, on a un idéal. On a tous envie de devenir magistrat, on a tous envie de devenir pilote ainsi de temps. Mais au fur et à mesure que le temps passe, quand on est devant les faits accomplis, on se rend compte que non, soit on n'a pas les aptitudes, soit le parent qui veut que vous vivez son avenir ou sa vie à lui par procuration n'est pas forcément ce qu'il vous faut réellement. Alors que après le bac, on se rend compte que peut-être qu'on a déjà fait un mauvais choix par le passé. Parce qu'au fond, l'orientation d'un enfant commence déjà dès le berceau. Quelles sont les aptitudes intellectuelles, psychologiques de l'enfant, physiques de l'enfant aussi également avant de l'orienter. Et aujourd'hui, l'expérience a bien pu nous démontrer que ce n'est pas forcément par l'école que l'enfant réussit. L'école ne donne que juste l'instruction qu'il faut. Et l'apprentissage vient des actes qu'on acquiert aujourd'hui. On va parler donc de ces différentes étapes de l'orientation. Mais déjà, vous aussi, Banambé Kwelo, est-ce que vous pensez que le baccalauréat est encore ce diplôme de valeur suite auquel les nouveaux lauréats peuvent exprimer la joie que l'on constate encore et qu'on a constaté il y a quelques semaines quand les résultats ont été donnés? Monsieur le journaliste, je pense qu'à un moment donné, chaque peuple doit être responsable de son histoire. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Aujourd'hui, nous constatons que nos enfants, nos nouveaux bacheliers sont en joie parce qu'ils n'ont pas encore connaissance des enjeux, des défis qui les attendent à l'université. Et celui qui a traversé 13 années de CI jusqu'à aller en classe de terminale et a obtenu son diplôme, je crois qu'alpha et bêta, cette personne doit véritablement d'abord se réjouir. Et donc, on ne peut pas leur en vouloir
Je les vois, c'est-à-dire ils sont en joie par-ci, par-là. La première des choses d'abord, c'est leur féliciter. Les parents qui ont connu ce parcours-là, qui savent qu'après le bac, un autre parcours commence. Ces parents également expriment de la joie. Est-ce qu'au moins, ils ne sont pas... Les parents, en fait, c'est sur les parents, il y a la question. Parce que moi, je dis quelque chose, ça blesse souvent quelques parents. Il y avait des établissements parallèles, je passais, et j'ai dit dans une classe, nous devons rééduquer les parents. Ça a véritablement choqué l'enseignant qui faisait le cours ce jour. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Les parents aujourd'hui n'ont plus connaissance, je dirais, ne savent pas les enjeux, les urgences et les priorités que nous avons. Et la belle preuve, dans les années, je dirais, 1950, 60, vous savez, celui qui a BPC, c'est un dieu. Son avenir est clair. Mais aujourd'hui, les parents n'ont pas compris que les données ont changé, que les paradigmes ont changé et que nous devons véritablement nous poser les bonnes questions. C'est ça. C'est vraiment, c'est-à-dire là, le mal est un peu profond. Et justement, vous parlez de ceux qui avaient le BPC il y a 50 ans et plus. Le niveau était quand même très bon. Est-ce que le niveau des bacheliers d'aujourd'hui est un niveau face auquel on peut s'exprimer ou s'estimer satisfait de la formation qu'ils ont suivie? Non, on ne peut pas se sentir bien quand on voit un peu d'abord le niveau de langue des enfants quand ils sortent de l'université avec le nouveau programme, tout ça. Par le passé, il a pas eu des années 50, c'est-à-dire le système éducatif qui a été mis en place au lendemain des indépendances, déjà tout ça, qui était déjà orienté pour une mission précise en fait du colon qui voulait juste avoir des administrateurs qui vont gérer ses biens dès son départ en fait. On a eu de bons élèves, ils ont de bonnes instructions et effectivement le niveau était très élevé. Celui qui avait le CP avait des choses de celui qui a le BPC en fait de façon générale aujourd'hui. Alors quand on regarde au fur et à mesure le temps, on a constaté en fait qu'il y a le boom démographique qui a fait que les gens n'avaient pas de suivi. Et les enfants sont tellement nombreux dans les écoles. Non seulement ça, le système éducatif n'a pas évolué avec le temps. Alors que ceux qui nous ont légué ces choses, notamment les pays colonisateurs, ont travaillé sur le temps et essayé d'adapter l'éducation ou bien les curricula, on va dire, à l'évolution du temps. Malheureusement, cela n'est pas le cas aujourd'hui avec les jeunes qu'on constate. Et donc, les débouchés, quand on finit, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a plus de débouchés de façon générale. Et le pays, il le disait tout à l'heure, le pays n'a pas évolué avec ce qu'il faut. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que nos jeunes sortent avec le bac et ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils font l'université juste parce que X, Y a fait telle faculté, j'ai envie de faire la faculté également. Et au final, on se rend compte qu'on a fait une faculté pour laquelle on n'était pas prédestiné en réalité. On a fait une faculté quand on n'aime pas en fait. Je fais la sociologie, mais je n'ai jamais voulu envie d'être sociologue, par exemple. Ou peut-être il a fait le CBG, chimie, biologie, mais il n'a jamais voulu faire des analyses biologiques en toi. Il n'a jamais voulu. Et c'est des facultés qui fabriquent des chômeurs. Et aujourd'hui, vu les débouchés, lorsqu'on fait l'étude du marché, les métiers qui emploient beaucoup plus ne sont pas les métiers même qui reçoivent beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Alors, il aurait fallu qu'à un moment donné, le Conseil national de l'éducation fasse réellement des propositions pour qu'on puisse avoir des gens qui puissent sortir et servir réellement le pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, avant d'en arriver là, j'ai encore une question, je vais dire préjudicielle, à vous, Barnabé Coelho. Est-ce que le quota de ceux qui obtiennent le baccalauréat, est-ce que tous ces gens-là sont forcés de suivre des études universitaires? Et on constate, parce qu'ils le font, en tout cas une grande quantité s'inscrit à l'université, qu'il y a des effectifs pléthoriques dans... Même les écoles sont aujourd'hui bondées. Est-ce que tout le monde doit forcément aller à l'université? C'est une question très capitale et c'est sur cette question que nous avons travaillé pendant des années. Pourquoi tout le monde n'a pas sa place à l'université? Je suis en train de dire déjà là que tout le monde ne doit pas aller à l'université. Et la réponse, nous l'avons mis dedans dans le guide. Vous avez en effet publié un guide, vous en parlez, oui. Le guide d'orientation du nouveau bachelier que j'ai là sous la main. Quel est mon avenir dans 3 à 5 ans? Dois-je devenir chômeur à la fin de ma formation? Vous parlez d'avenir, de projet, de métier, de formation et de filière. Oui. Donc je continue en disant, aujourd'hui, nous avons besoin
de vrais ingénieurs. Quand je parle d'ingénieurs là, ce n'est pas j'ai fait telle filière, j'ai fait 5 ans, finalité, je suis... Non, ce n'est pas ça la question. On a besoin des gens qui vont nous produire à manger. On a besoin des gens qui vont nous coiffer, des professionnels. On a besoin des gens qui vont se spécialiser dans tel domaine. Dieu nous a donné quelque chose qui est propre à nous-mêmes, propre à nos capacités. On dit dans la Bible, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous ressemblons à Dieu. Nous avons une mission très précise. Mais aujourd'hui, c'est ce que notre cher ami Nadim disait tout à l'heure, c'est le blanc qui nous a tués. On nous a appris. Comment ça, oui? On nous a appris le lendemain des indépendances. Et c'est d'abord l'objectif du colon. Il y avait un besoin de ceux qui vont gérer l'administration. À un moment donné... De façon servile. Oui. À un moment donné, les choses ont changé. Et donc, il faut aussi changer. Mais l'Africain ne veut pas changer d'abord la tête. C'est d'abord notre problème. Les données ont changé et nous, Africains, nous refusons de changer ces données. Et pourquoi? Parce que on ne veut pas, en fait, trouver de solution à nos problèmes. Et on voit le blanc comme notre problème. Le blanc n'est pas notre problème. Actuellement, le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Moi, je dis ça. Nous devons véritablement nous poser les bonnes questions. Et à ces bonnes questions, qu'est-ce que moi aujourd'hui, nouveau bachelier, est-ce que j'ai les capacités intrinsèques? Est-ce que j'ai les moyens financiers pour aller à l'université? Si la réponse est non, si la réponse est non, il y a la voie à suivre. Moi, je ne vais pas en fait donner des exemples qui vont véritablement choquer d'autres, parce que l'objectif, ce n'est pas de dire on ne va pas aller à l'école. On ira à l'école, on ira à l'université, mais quelle université? La belle preuve, il y a des gens à peine 3e, ils sont nantis, c'est pas seulement nantis, ils sont, c'est-à-dire des milliardaires. Aujourd'hui, la liste est là. Ceux qui ont véritablement réussi financièrement, ceux qui se sont imposés, c'est des gens qui n'ont pas quitté, c'est-à-dire le niveau 3e. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que nous avons constaté? Purement béninois-africain, quand vous allez à l'école, le génie créateur qui envoie tuer à l'école, parle de ce que a dit le colon installé. Donc, aujourd'hui, moi, nouveau bachelier... Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Vous êtes une exception à la règle, non? Bon, je ne vais pas dire que je suis une exception. Non, je ne vais pas répondre comme ça à cette question. Parce que si le guide là est né, c'est parce que nous on a fait des erreurs monumentales. Et c'est pour corriger ces erreurs que nous sommes là. Et ça veut dire quoi? À travers nos résultats aujourd'hui, je suis d'accord qu'on n'est plus dans la masse. Parce que vous parlez de la masse en fait. Donc, quel est le chemin que nous devons, à dire nouveau bachelier, nous devons, c'est-à-dire prendre, suivre, emprunter, je vais dire, pour être nous-mêmes. Parce que ce n'est pas diplôme, notre problème. On a master, licence, 31 ans, 32 ans, et on est encore à la charge des parents. La charge des parents, oui, justement. C'est dramatique. Effectivement, on obtient le baccalauréat à 20 ans, 19 ans. On suit un parcours universitaire, 3 ans ou bien 5 ans. Et puis après, on commence à chercher du boulot. On trouve des emplois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a étudié à l'université. Aujourd'hui, en tout cas, quelles sont les filières qui sont disponibles à l'université, que ce soit à l'université publique comme dans les universités privées? Quelles sont les filières qui sont disponibles tout simplement? Avant que je ne pose la question suivante, quelles sont les filières les plus porteuses? Parlons d'abord des filières disponibles tout simplement. De façon générale, comme la réponse est apportée dans le guide, en fait, ce que nous on apporte de nouveau en termes d'orientation, c'est le changement de paradigme en fait en matière d'orientation. Parce que de plus souvent, même quand le gouvernement, à travers les différents ministères, font des journées d'orientation, on a constaté qu'ils ne font que faire la liste des filières disponibles, les orientations qu'on donne ne sont orientées que juste peut-être que des métiers en fait. Et là, on sait que nous avons nos facultés classiques qui forment peut-être en droit, en banque finance, comment dirais-je, en assistant de direction, en secrétariat bureautique, peut-être en comptabilité, alors qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi n'offre pas d'accessibilité à toutes ces personnes qui sont formées dans ces universités. Aujourd'hui, près de 100 000 personnes sortent de nos universités par an. Et cela, lorsqu'il y a un concours, il faut voir juste le nombre de personnes qui postulent pour 100 ou 25 postes. Près de 100 000 personnes vont aller postuler. On a eu des concours dans ce pays où peut-être 36 000 jeunes sont allés postuler juste le concours, disons, de niveau maîtrise. Là, le concours des affaires étrangères, il y a cela 2 ans, 3 ans déjà. Et c'est pathétique en fait. Vous voyez un peu, c'est dit, les différentes filières qui sont faites à l'université ne sont que des filières coutumières. Il n'y a pas d'innovation en tant que telle. Alors qu'on devrait nous adapter au marché, aller vers les filières qui permettent quand même d'absorber tous ces jeunes qui sortent.
À l'instar de ces filières dont j'ai parlé, notamment la sociologie, l'agronomie et tout ça, il y a d'autres filières techniques qui sont des filières aussi qui peuvent permettre aux gens de faire des recherches pointues et de sortir des gens adaptés à nos réalités aujourd'hui. Alors, il faut faire une étude. On a remarqué que selon le système éducatif que nous avons reçu, plus vous êtes diplômé, moins vous avez la chance d'avoir un emploi aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous parlons de la réorientation de façon générale des gens. Aujourd'hui, il est difficile de voir un jeune béninois en mesure de fabriquer un portable. Alors qu'au Japon, en Chine, c'est des enfants de CM2 qui font des portables. Et c'est ces portables qui viennent nous submerger au niveau des marchés ici. Aujourd'hui, nous avons la difficulté d'avoir des véhicules made in Africa, des fourchettes qui viennent du Bénin par exemple. Et pourtant, c'est les enfants d'autres pays qui le fabriquent. C'est-à-dire qu'il faut plutôt orienter les gens vers ces filières porteuses d'avenir là aujourd'hui et que de respecter toujours ces mêmes filières que nous avons de façon coutumière dans nos écoles qui ne dépassent pas la géographie, qui ne dépassent pas la sociologie, qui ne dépassent pas le droit et tout ça. Est-ce que, Banamé Collé, est-ce qu'on peut dire que la quasi-totalité des filières qui sont ouvertes dans nos universités, notamment publiques aujourd'hui, ce sont des filières qui ne permettent pas d'avoir des emplois à la fin de la formation, ou bien qui ne permettent pas au pays de se développer, puisque Nadim Tchala évoque ces différentes, ces différents blocages à l'issue de cette formation suite auxquels on ne produit pratiquement rien. À votre question, quelles sont les filières aujourd'hui qui vont véritablement libérer notre peuple, qui vont libérer économiquement notre pays? Que je n'ai pas encore posé, que je vais poser. Je vais demander quelles sont les filières qui existent aujourd'hui. Oui. Et quand il a répondu, je voudrais savoir de votre côté, parmi les filières-là qui existent, que nous... Moi, je veux apporter quelque chose à sa réponse avant de répondre à la nouvelle question. Okay. Quel est l'objectif principal que nous avons en fait donné? Quelle est notre mission dans cette histoire d'orientation? Il faut d'abord constater que même les universitaires, les ONG, les personnes à l'approche des rentrées universitaires, ils organisent des journées d'orientation. Et le constat est que la communication est essentiellement orientée sur les filières des universités que nous avons dans les universités, les filières qui existent déjà, les débouchés, les paramètres, c'est-à-dire comment valider les semestres. Rien, c'est-à-dire n'est en adéquation avec les enjeux de notre siècle. Les communications n'ont pas varié. Les problèmes que nous avons sont là, existent. Mais nous n'avons pas trouvé de solution à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un contexte où notre balance économique est déficitaire, où nous ne produisons rien, où nos entreprises sont détenues par les multinationales, où plus de 70% des citoyens vivent à moins d'1 € par jour, c'est grave. Nous sommes encore moins définis parlant du développement. Parce que le développement, c'est d'abord le citoyen. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit dans les amphis, PIB, PNB. Le vrai développement d'une nation, c'est la sommation ou le cumul du développement de chaque citoyen pris individuellement. C'est ça d'abord parce que lorsque les individuels me sont développés, je vous dis, il n'y a pas d'autres conditions. L'Afrique sera développée. Et donc, qu'est-ce que nous allons véritablement faire? Quels sont les sujets sur lesquels nous devons, les questions que nous devons nous poser? C'est ça qui doit véritablement amener chaque bachelier, chaque parent aujourd'hui à prendre le vrai chemin. Et vous allez voir. Vous pensez que notre système ne s'est pas posé cette question-là? Non, les gens n'ont pas jamais posé, ils ne se sont jamais posé cette question. Vous allez, je vais faire d'abord un retour. Le thème central d'abord de notre document. Quelle formation dois-je faire après mon bac pour ne pas vivre une vie de diplômé chômeur? C'est d'abord, c'est-à-dire le thème central du document. Et c'est à partir de ce thème maintenant, parce que lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin ne peut pas commencer par vous injecter quoi que ce soit. Il ne peut pas commencer par écrire pour prescrire, je sais pas, des médicaments. Il faut d'abord faire le diagnostic. Et le diagnostic est fait bien parce que vous êtes là, 70%. Récemment, quelqu'un m'a dit que de ne plus parler de 70%. Et je rentre dans le document pour vous dire, ou pour vous donner deux propos très capitaux. Notre ministre de l'Enseignement supérieur, elle a parlé. Monsieur Maouyon Kapo, notre chef professeur, il a aussi dit, l'actuel ministre de l'Enseignement secondaire, notre ministre de l'Enseignement supérieur a dit, la formation actuelle ne cadre pas avec les besoins de notre économie. Le contenu des matières date de 1990, donc obsolète. Il n'y a pas une relation, un lien ou un rapport entre la formation reçue et les besoins du marché de l'emploi. Il y a un problème. C'est elle qui l'a dit, à l'OTB, ce n'est pas moi en fait. Notre ministre de l'Enseignement secondaire
il disait, nous formons plus de 90% des gens, mais nous constatons qu'à la fin de leur formation, ils sont incapables de faire des choses par eux-mêmes. Nous devons revoir entièrement la formation que nous donnons. Et notre jeune frère, désormais homme politique, jeune activiste, Boris Ake, il a dit, l'université forme moyennement, c'est-à-dire sur une vingtaine d'années, 85 000 théoriciens, historiens, philosophes, géographes, hommes de lettres. Et le problème, c'est quoi? Ces hommes sont envoyés en l'air, sans avenir certain. Et celui qui est l'actuel directeur de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement a dit, les universités africaines forment les étudiants au métier du passé, au lieu de les former au métier de l'avenir du futur. Le problème est, le diagnostic est fait par les gens. Ils ont parlé. La solution, c'est quoi? Que chacun véritablement puisse se mettre sur les voies. Maintenant, parlant des filières que nous avons aujourd'hui, est-ce que ces filières sont obsolètes? C'est la question, ça ou bien? Moi, je réponds, ces filières sont obsolètes. Et vous allez voir, le gouvernement de la rupture est en train de mettre des réformes pour en fait supprimer, je vais dire, c'est ce que moi j'ai lu, c'est l'idée que moi j'ai lu en filigrane. Le gouvernement veut supprimer en fait ces filières théoriques. Je suis géographe, je suis philosophe, je suis sociologue, je suis... Non. Nous n'avons plus besoin de ça. Ce qui, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a fini une formation en philosophie qu'on devient philosophe. On est en tout le monde d'abord est philosophe. Tout le monde est philosophe. Voilà. Et ça dit, aller à l'université, nous devons faire la part des choses. Aller à l'université, ce n'est pas pour aller gagner sa vie. Non. C'est en fait pour recevoir une formation. Et cette formation va nous accompagner maintenant à développer plus nos capacités intrinsèques. Développer notre leadership. Nous imposer pas nous-mêmes. C'est un peu le changement que nous devons en fait. Et lorsque vous, c'est-à-dire à la page 9, vous allez voir, nous avons un système éducatif qui fait face à des contraintes marquées tant du point de vue démographique que macroéconomique. C'est dans le rapport d'état du système éducatif béninois, juillet 2014. Ils ont fait les diagnostics, ils sont en train de travailler, mais il n'y a pas de réponse actuellement, il n'y a pas de solution. C'est que c'est trop tôt encore pour que les solutions apparaissent. Je vous dis, les solutions n'existent pas ou bien ils ne veulent pas donner de solution. Vous avez établi un véritable diagnostic de la situation au Bénin. Est-ce qu'en quelques mots, en dehors de ce que Banamé Kouelo a eu à dire, vous pouvez nous résumer ce diagnostic avant qu'on n'aille vers les filières portées d'aujourd'hui? Je vous lirai une petite citation que j'ai ici. Une éducation qui ne consulte jamais les aptitudes et les besoins de chacun ne produit que des idiots. C'est Georges Sand qui l'a dit en 1848. Il a résumé absolument ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons reçu un système éducatif post-colonial. Après la colonisation, la démographie a pris un coup. Aujourd'hui, nous sommes là et les jeunes sortent. Malheureusement, c'est que nous avons constaté que nos autorités nous ont sacrifiés. Est-ce que l'école nouvelle, celle qui a été mise en place à l'époque de la Révolution, oui. Et puis les formations qui s'en sont suivies, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au système postcolonial dont vous parlez? Oui, parce qu'à un moment donné, quand les enfants sortaient de l'école, ils avaient des aptitudes, ils avaient des formations qu'ils faisaient à côté, dont on appelle souvent les coopératives. Je prends la diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo. Je sais de par information que c'est après l'école qu'elle faisait ses formations dans la musique. Ça lui a permis de développer ses aptitudes aujourd'hui. Elle est dans le domaine. C'est pourquoi je dis en fait, c'est déjà dès le berceau déjà qu'on doit commencer par orienter l'enfant déjà. Quand vous prenez une dame comme Venus Williams, Serena Williams, de la famille Williams, mais c'est déjà depuis l'enfance déjà que le papa a vu que les enfants étaient bien en tennis déjà, ils ont commencé par jouer. C'est pareil pour la natation et tout ça. Donc il n'y a pas de hasard en fait aujourd'hui quand on veut aller vers les métiers. Et puis, comme le disait tantôt, ce n'est pas forcément l'école seulement qui permet d'être ce qu'on doit être réellement, parce que les plus riches aujourd'hui, l'expérience a démontré que 70% des hommes qui détiennent les plus grosses fortunes du monde sont des gens qui n'ont jamais été à l'école, disons, comme ils se devaient. Quand vous prenez les gens comme les Bill Gates à un niveau donné, ou bien peut-être même Mark Zuckerberg aujourd'hui, qui est obligé à un moment de laisser l'université, d'aller faire des choses pratiques, fermer son réseau avant de revenir prendre le diplôme. Albert Einstein a été éjecté du système éducatif à un moment donné parce qu'on a trouvé qu'il était idiot, parce que peut-être qu'il était en avance sur son époque, mais il est revenu après, juste, il a eu tout ce qu'il y avait comme gloire au fond. C'est dit en fait que le nombre de la démographie que nous avons aujourd'hui, les gens devraient plutôt penser à l'avenir de notre pays et ne pas tenir compte forcément de ce qu'ils avaient. Mais on a l'impression que les gens s'en foutent, parce que le système politique qui est mis en place
Peut-être que les réformes du gouvernement actuel commencent par comprendre qu'il faut supprimer certains filières de tout ça. Mais on a eu l'impression par le passé que dans la plupart des pays africains, les gens ne veulent pas laisser évoluer l'esprit critique des gens. On ne veut pas permettre aux gens d'avoir un certain niveau donné. Et plus il y a beaucoup plus de chômeurs, mieux on manipule les gens. Parce que la solution pour que les gens puissent participer réellement au développement de leur pays, c'est qu'ils sont autonomes. Et quand ils sont autonomes, ils sont difficilement manipulables en fait par les politiciens. Je prends un jeune qui a 25 ans, qui est capable d'avoir 500 000 francs par mois, par exemple, aura du mal à aller à un meeting politique, aller ramasser des chaises pour les gens à un moment donné. Tout ça, c'est le fruit du système éducatif qui a été mis en place depuis des années données et c'est les effets des causes cachées que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, vu cette masse de jeunes qui chôment aujourd'hui. Dans cette situation que nous constatons aujourd'hui, il est important d'identifier des responsabilités. Vous l'avez beaucoup stigmatisé, je vais dire, le système en général, mais est-ce qu'on a une responsabilité qui est applicable à chacun des acteurs du système, et en commençant par déjà le gouvernement, ensuite les enseignants et enfin les apprenants eux-mêmes? Je pense que la responsabilité est partagée. Et à chacun sa responsabilité, vous pouvez nous faire le point? Oui, rapidement. D'abord, le gouvernement doit faire des études sur 50 ans, sur 100 ans, comme les autres nations, les autres puissances le font. Ce qui est en cours aujourd'hui, probablement. Vous l'avez cité, des propos des ministres qui montrent qu'on est conscient du problème. De l'enjeu. Je dis, nos gouvernants, nos présidents doivent faire des études sur 50 ans, sur 100 ans, pour prévoir en fait les éventuels changements, les éventuelles évolutions de la population. Aujourd'hui, nous avons 70% de la jeunesse qui est entre 20 et 25 ans. Ça, c'est des données clés qui devraient en fait nous inquiéter. Quand nous prenons cette jeunesse et qui est laissée à elle-même, d'abord diplômée, à la maison, encore sous le toit de papa et maman, c'est dramatique. Est-ce que c'est cette jeunesse maintenant? Et cette jeunesse fait encore des enfants déjà. Hein. Oui. Je peux pas, et donc papa supporte enfant et a dit... Les petits enfants. Non, c'est compliqué. Oui, nous avons la responsabilité de tout cela. Le gouvernement d'abord va faire les études et véritablement mettre des réformes pratiques, je dirais pragmatiques, pour instaurer en fait... Parce qu'il y a des matières qu'on a supprimées par exemple du système éducatif. On doit véritablement réinventer ces matières, donner des cours pratiques. Lesquelles, par exemple? Quelles matières? Parce qu'on en a supprimé, on en a créé d'autres. Est-ce qu'il y a des matières qui auraient dû ne jamais être supprimées? Oui. Est-ce qu'il y a des matières qui ont été créées qui n'auraient jamais dû être créées? Par exemple, les matières comme il y en a qui devaient être supprimées, la qui n'ont jamais été morale, supprimées. les civismes, ces matières ont disparu. Vous allez voir dans la circulation des gens qui crachent. Il y a l'éducation sociale qui a remplacé le civisme. Non, ce n'est pas. Non, c'est dénaturé. Ce n'est pas le même contenu, chers journalistes. Allez fouiller dedans, vous allez voir. Les gens ont dénaturé totalement. C'est du mensonge en fait, c'est de la manipulation. Vous avez vraiment vérifié? Je vous dis, c'est de la manipulation. Il y a même un directeur d'école qui m'a dit, en face comme ça, qui a dit que lorsque vous êtes entre CI et CM2, vous avez des notions agricoles. Aujourd'hui, demandez à quelqu'un qui a BBC. Il ne va pas vous dire les différents types de terres qu'on a, les différents types de techniques culturelles là. Il ne peut pas vous dire ça. Parce que c'est supprimé dedans. C'est juste un exemple. Le gouvernement va d'abord se rendre responsable parce que les États-Unis, à un moment donné de leur histoire, ils ont été colonisés. Les Japonais ont connu des attentats. Les Chinois, ils ont eu des événements. Mais nous, Africains, nous restons là. France, CFA, colonisation. Non, ce n'est pas notre problème, ça. Hein. Notre problème, c'est d'abord nous-mêmes, notre autonomie, notre liberté. Parce que quelqu'un qui n'est pas allé ne pas fait la lutte de libération de notre peuple. Et donc, le gouvernement d'abord a dit, nous déculpabilisons, c'est d'abord le problème de l'Africain. Nous rendons l'autre responsable de notre problème, de notre situation. Ensuite, à part le gouvernement, les parents doivent véritablement se poser les bonnes questions. Quels sont les changements que nous avons aujourd'hui? Dans les années antérieures, 50, juste après les indépendances, celui qui a BPC, l'avenir est clair. Oui, aujourd'hui, les données sont là. Et justement, cette orientation, la responsabilité des parents réside dans le fait qu'il faut orienter les enfants déjà avant le baccalauréat. Et je reviens vraiment. Le papa, d'abord, il n'a pas le temps de rester à la maison. C'est chaque fois qu'on va chercher l'argent, donc c'est... Même dimanche, c'est pratiquement peut-être 20h, il va revenir à la maison. Donc, l'enfant le voit à peine 2 heures de temps. Papa doit rester à la maison et suivre l'enfant à la lettre. Quelles sont les capacités de l'enfant là?
quelles sont les aptitudes intrinsèques, qu'est-ce que l'enfant là véritablement a amené, c'est-à-dire de là-bas, je dirais, c'est-à-dire le jour qu'il est né, qu'est-ce que l'Éternel lui a donné. Moi j'ai un exemple qui a métamorphosé ma vie. C'est un petit, il était dans notre maison. Je vous dis, il ne maîtrise rien. À peine 7 ans, il est entre 5 et 10. Un jour, il est allé à Gla, vous connaissez, c'est bas-fond. Il est allé faire, c'est-à-dire genre pêche. Il a amené à la maison beaucoup de poissons. Il a voulu élever. Moi, je lui dis, mais comment tu vas élever ces poissons? L'enfant me répond avec, c'est-à-dire une confiance en soi qui dépasse les normes. Il dit, je vais élever et ces poissons ils vont grandir, je vais les vendre, je vais les manger. Vous savez, la suite, la maman est venue à la maison, commençait pas à crier, je t'ai dit de ne plus faire ces choses-là, à jeter les poissons dehors. Objectivement parlant dans ce sens, psychologiquement, c'est-à-dire quoi, on est en train de préparer l'enfant, ça là, c'est pas bon. Et l'enfant, la maman disait, prends tes cahiers. C'est-à-dire quoi, tu vas gagner ta vie en fonction de ça. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas gagner ta vie. C'est l'éducation que l'enfant, la maman là, est en train de donner déjà à l'enfant. Et je vous dis, l'enfant, moi je l'ai observé, si votre portable est gâté, donnez-lui, il va vous réparer. L'enfant là n'a pas besoin de perdre son temps à l'école. C'est ça d'abord le rôle de papa. Il faut un minimum quand même. Il faut un minimum d'éducation. Oui, on n'a pas révisé, on n'a pas révisé le minimum en fait. Nous sommes en train de dire quelle est la responsabilité de papa et maman dans cette histoire. Que papa et maman suivaient vraiment, c'est-à-dire l'enfant, puisse, c'est-à-dire découvrir les capacités, ce que l'enfant fait par lui-même. Parce que aller à l'école, ce n'est pas en fait mauvais en soi. Mais ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est le taux d'échec, je dirais le taux de chômage. Parce que vous allez voir, l'Afrique, son destin, c'est la jeunesse africaine. Mais cette jeunesse africaine est à la maison. C'est encore l'autre paradoxe. Toujours parlant des responsabilités, vous avez évoqué le gouvernement, vous avez évoqué les parents. Il y a aussi les apprenants. J'allais demander à Nadim de compléter. Justement, il y a une forte responsabilité qui est celle des apprenants. C'est déjà au niveau de l'école, du collège, le choix des langues, le choix des filières, le niveau que l'on peut atteindre dans certaines matières. Pour vous donner mon cas personnel, je me suis fourvoyé en classe de 4e en me retrouvant en sciences, en mathématiques et physique, alors que j'aurais dû tout simplement aller en littérature. Il a fallu, Dieu merci, que je me rattrape en classe de seconde pour être à la place où je suis aujourd'hui. Sinon, j'aurais échoué à un baccalauréat. Mais vous avez eu de bonnes moyennes quand même à l'époque. À l'époque, j'ai pu combler les déficits en mathématiques et en physique grâce à l'histoire, grâce à la biologie, grâce au français. Et puis, quand je me suis retrouvé en classe de seconde, personne ne m'a posé la question, on m'a orienté directement en série littéraire et j'étais déjà très conscient que je ne pouvais faire autre chose que la littérature à ce niveau-là. Mais justement, on m'a aidé, mais en même temps, même si on m'avait proposé d'aller en filière scientifique, j'aurais refusé. C'est pour dire qu'il y a le choix que les élèves font, peut-être ne sont-ils pas suffisamment conscients, mais quand même, déjà au collège, déjà au moment de s'orienter vers quelle science, vers sciences ou lettres, que l'on suit des amis, on choisit... Oui, pas suivisme. Voilà, on choisit de mauvaises filières. Est-ce que la responsabilité des élèves n'est pas aussi engagée de ce côté-là? Oui, la responsabilité des élèves à un moment donné, vu l'exemple que vous avez donné de façon typique, c'est que vous avez à un moment donné pris conscience de vos aptitudes. Vous avez dit, tiens, non, peut-être que vous êtes parti parce que votre grand frère a fait cette filière-là. Et vous avez rendu compte que... Une amie, pour vous dire la vérité. Justement. Peut-être que c'est la plus belle de la classe. Absolument. Et vous l'avez suivi. Et après, vous avez rendu compte qu'au fond, ce n'est pas là que vous devez y aller. Et vous êtes revenu rapidement. Mais grâce à un conseil, grâce à un suivi, grâce à une orientation. Malheureusement, c'est ce qu'il n'y a pas au Bénin. Vous savez que moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait le système éducatif ivoirien. Et là-bas, il y a le centre d'information et d'orientation qui permet d'orienter déjà les enfants déjà, dès le bas âge déjà à un moment donné. Et l'enfant, il est élève, quand il va au cours, il a des problèmes à la maison, il a des problèmes par rapport à ses filières, il n'a pas un niveau élevé. On essaie déjà de voir au niveau du conseil des professeurs. Pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas de bonne moyenne dans telle matière? On entretient l'enfant directement et on essaie de voir dans quelle matière est-ce qu'il est bien, on oriente déjà en l'aide. Et quand c'est comme ça, l'enfant va avec amour, avec plaisir à la formation qu'il est en train de suivre. Il ne peut que donner de bons résultats. Mais je vais dédonner un peu les élèves parce que les enfants, on dit que l'enfant vit par imitation. Et c'est ce que l'enfant a vu ses parents faire à un moment donné, qu'il a envie de faire par un moment donné. Papa est peut-être comptable dans une entreprise donnée, il sort, il veut être comptable. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes facultés que le papa. Mais le papa également veut que l'enfant vive ce qu'il a vécu. Et il a peur par un moment donné que l'enfant échoue parce qu'il ne vit pas le même drame que lui en réalité. Alors que la vie ne se vit pas par procuration.
Chacun vit pour lui en fonction de ce qu'il a. Et l'État, normalement, devait peut-être à un moment donné étudier, comme l'a dit l'autre, voir qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné et comment les orienter pour ne pas que ceux-là viennent échouer ou se casser la figure après plusieurs années de formation. Les enfants, eux, ils ne peuvent que faire le choix. Peut-être, comme vous voulez, on ne peut pas empêcher un enfant de rêver. Je veux être pilote, je veux être magistrat, je veux être juge quelque part dans un pays donné, mais je ne sais pas s'il y a les aptitudes qu'il faut. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait des personnes, des structures qui puissent aider ça, comme ces jeunes à aller vers ces diverses formations. Et c'est quand il n'y a pas ça qu'on a le résultat de ce qu'on a aujourd'hui. Et vous savez, ce qui a été, comment je vais dire, l'une des chances que nous autres, on a eues, nous, on se cherche encore, c'est vrai. On n'est pas encore arrivé là où on est en train de vouloir partir. Mais on a la chance de pouvoir faire beaucoup de petites choses. Parce qu'on a eu des dévancés qui nous ont donné des conseils. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec les jeunes. On leur dit, même si vous avez la maîtrise en sciences juridiques, ou d'être capable peut-être de réparer soit un ventilateur. C'est-à-dire que l'orientation professionnelle aujourd'hui, vu le boom démographique que nous avons, vu le nombre de chômeurs que nous avons sur le terrain, il faut commencer par mettre le jeune au devant de ses responsabilités et qu'il en prenne conscience et qu'il s'oriente autrement. J'ai fait une conférence au campus la semaine dernière avec les jeunes de la police universitaire et je leur disais, au-delà des formations que vous avez à la FASEG, à la FADESP ou peut-être à la Flash par exemple, il faudrait que vous soyez capable aujourd'hui d'aller apprendre soit la couture, quelque part. Vous avez des aptitudes d'être styliste quelque part, vous dessinez très bien les vêtements, allez apprendre comment est-ce que ça se taille. Et quand vous finissez cela, vous allez voir que cela va vous permettre d'avoir de l'argent, mais plus que celui. Et il y a de cela 2 ans, je prends un exemple, une fille qui s'appelle Aya, à qui ce conseil a été donné. Mais je vous assure, elle était en géographie, bac plus 2, mais elle a fait une formation sans que les parents ne sachent ce qu'elle faisait. Elle sort le matin comme si elle venait au cours, mais au fond, elle partait sur sa formation. Mais en même temps, elle prenait les photocopies des cours, elle composait. Et elle a admis, cette fille a le bac aujourd'hui, la maîtrise aujourd'hui, mais elle a déjà un atelier de couture. C'est le jour de prendre la libération que ses parents ont su qu'elle faisait comme formation. Mais je vous assure, elle n'est pas moins de 150 000 francs le mois. Donc elle n'a rien à envier. C'est une femme, 150 francs pour le mois, pour une femme dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. On sait ce que ça vaut quand même. Donc elle n'a rien à envier à les gens. Dans un moment donné, c'est vrai qu'il y a la responsabilité de l'enfant lui-même, mais il y a la responsabilité également sociétale et la responsabilité des parents aujourd'hui. Autre chose que je voulais dire, c'est en rapport avec ce qu'on nous donne à la télévision aussi. Les programmes diffusés à la télévision ne permettent pas aux enfants de développer leurs aptitudes intellectuelles. Nous voilà attaqués, nous autres. Non, c'est que vous faites du bon travail, mais en fait, il y a le ministère de la Communication qui doit faire un travail convenable. Que faut-il montrer à la télé? Oui, des exemples de réussite. Vous savez, il y a des écoles de business. Il y a des enfants qui, comme il a dit tout à l'heure, n'ont pas besoin forcément d'aller à l'école. Ils ont juste l'instruction qu'il faut, mais ils sont très bons. Aujourd'hui, par exemple, dans le système canadien, l'enfant n'est pas obligé d'aller à l'école. Il reste à la maison, on lui donne les formations qu'il faut, les bases qu'il faut. Et quand il doit le composer, il va composer. Il est même réussi à un taux exemplaire que celui qui a fait les mois réguliers de cours. C'est-à-dire qu'on peut arriver à cela aujourd'hui. Et avec la nouvelle loi, la loi Chiappa, où il faut enseigner l'éducation sexuelle aux enfants des 0 à 4 ans, qui fait polémique en France aujourd'hui par exemple, mais vous imaginez que les gens seront à un moment donné obligés de donner l'éducation, de faire venir les répétiteurs à la maison, venir donner l'éducation à leurs enfants, pour ne pas que l'enfant prenne des comportements pervers dehors. Vous voyez un peu? Donc si on arrive à cela, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'envoyer forcément l'enfant aller s'asseoir quelque part à l'école pour apprendre des choses. On peut lui donner cette éducation à la maison quand on a les moyens. C'est seulement qu'il faut une certaine socialisation de l'enfant. Il apprend d'autres aptitudes, d'autres comportements de vivre en société qui n'ont rien à voir avec ce qu'il apprend à la maison en fait. C'est ce que l'école nous apporte aujourd'hui. Donc il faudrait aujourd'hui que nos autorités puissent se dire, attention, on a continué par fabriquer des chômeurs. C'est une bombe à retardement. À l'horizon 2020, près de 50% des jeunes africains auront entre 20 ans et 25 ans. J'allais poser une question, c'est celle de savoir quelles sont les filières qui sont aujourd'hui les plus porteuses, celles qui doivent être choisies par les étudiants. Mais il me semble que vos propositions ne vont pas vraiment dans ce sens-là. Et vos propositions sont surtout dans
cadre d'une diversification des formations, ou je me trompe? Non, ce n'est pas de ça véritablement il est question. Notre pensée, elle est dualiste et complexe à la fois. Rend d'abord le nouveau... Nous arrivons à la fin de cette D'abord, rubrique. notre nouvelle révolution est dualiste et complexe. La première des choses à faire, nous rendons le nouveau bachelier responsable de lui-même. À partir de maintenant, où tu as le bac, tu es responsable de ton histoire. À partir d'aujourd'hui, tu écris les pages sombres ou les bonnes pages de ton histoire. Première des choses à faire. Maintenant, l'autre question... Quand vous parlez d'écrire les pages sombres, les pages claires de son histoire, qu'est-ce que ça signifie exactement pour exactement le nouveau bachelier? parlant, le nouveau bachelier, si demain, dans 3 à 5 ans, comme la question, quel est mon avenir dans 3 à 5 ans, lorsque le nouveau bachelier va répondre sérieusement, objectivement à cette question, je crois que la voie est trouvée. Ça dit quoi? À partir d'aujourd'hui, dans 3 ans, je serai quoi à travers ma formation? Je serai où? Est-ce que je serai en année de licence? Est-ce que j'aurai au moins déjà 300 000 dans mon compte bancaire? Est-ce que j'aurai? Est-ce que je serai toujours, vous avez dit, à la maison avec papa? Ou bien j'aurai quoi à mon actif? Et parlant des erreurs ou bien des responsabilités des nouveaux bacheliers ou bien des apprenants, d'abord, moi, je ne peux pas commencer une filière parce que ma copine a commencé ou bien mon copain a commencé. Beaucoup, je vous dis, plus de 40% de choix, ça dit, sont faits comme ça. C'est mon copain qui a commencé, c'est ma copine qui a commencé. Ou je prends mon relevé de notes et je fais le choix. Moi, je vous dis, lorsque moi j'ai mon bac, j'ai eu 15 ans SVT. Or, dans la classe, durant toute l'année scolaire, moi, je n'ai jamais réussi à avoir 12 de moyenne. Et j'ai eu 15 ans à l'examen. Ça veut dire quoi? Objectivement parlant, je ne peux pas faire la CBG. Je ne peux pas faire ça. Or, les gens choisissent les filières en fonction de leur relevé de notes, en fonction des notes qu'ils obtiennent à l'examen. Or, l'examen a duré juste seulement 3 heures de temps, 4 heures de temps. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire. Et aujourd'hui, vous allez voir, à partir de l'instant que nous parlons, dans 10 ans, il y a des secteurs clés qui vont produire des millionnaires, des milliardaires. Oui, la liste est dans le document, la page 41, vous allez voir. On a juste mis, c'est-à-dire une liste là, juste en filigrane. Les 11, voilà une liste de 11 secteurs qui aujourd'hui et demain feront les millionnaires. L'énergie solaire, l'agroalimentaire, le monde des smartphones, l'éducation, l'accès Internet, l'art africain, commerce de bétail, applications et services en ligne, solutions de paiement, l'immobilier, le financement sur les startups. Ces listes que nous avons données, c'est pour donner en fait une lumière, une image au nouveau bachelier. Moi, je veux aller à l'université. Dans quelle filière? Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui? Quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui? Et je dois faire la liste, bien sûr, des filières saturées, des entités saturées. Par exemple, je crois que c'est la FASEG, en première année, ils sont plus de 7 000 étudiants. Moi, je ne veux pas m'inscrire là-bas. 11 000. C'est ça. Moi, je dois faire la liste de ces filières et savoir le nombre d'étudiants inscrits déjà en première année, en deuxième année, en troisième année. Je vous dis, il y a des secteurs où il faut arrêter de s'inscrire. Il y a des secteurs où le mot n'existe pas. Nous devons quitter la masse. Nous devons finir, nous devons plus être des suivistes. Nous ne devons plus être en fait l'autre a fait parce que je vais le faire. Non, tu n'es pas l'autre. Tu n'as pas les capacités intrinsèques que l'autre possède. Et il y a aussi l'autre paradoxe. Papa et maman, tu as vu, moi j'ai vécu ce cas et c'est grave, je dois dire en fait. On va devoir, oui. Vous avez vu, par exemple, l'autre a les aptitudes. Il a les aptitudes pour faire par exemple le journalisme. Ce sera votre dernier mot. Dernier mot, vraiment. Allons-y. D'ici à là, dans 2 semaines à 3 semaines, nous allons faire un tour dans le pays. Une journée d'orientation qui sera organisée dans plus de 3 départements. Nous allons commencer d'abord par le département de littoral de l'Atlantique, à l'Université nationale, une journée d'orientation. Et après ce département, nous allons faire le tour des autres communes. Mais nous appelons chaque nouveau bachelier d'aujourd'hui, papa et maman, je vous en prie, je nous en prie, je vais dire, je nous en prie. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin des créateurs de richesse. Et pour avoir ces créateurs de richesse, nous devons nous poser les bonnes questions. Il n'est plus question de dire ce qu'on a dit il y a 50 ans. Il n'est plus question de dire ce qu'on a dit il y a 20 ans, 30 ans. Quels sont les enjeux de notre siècle? Quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui? Moi, nouveau bachelier, qu'est-ce que je vais faire pour donner à manger? Parce que je ne peux pas, après 25 ans, 30 ans, être encore sous le toit de papa. C'est dramatique. Et comme ça, c'est le pays qui paie économiquement parlant. C'est notre développement qui prend de coup.
Je vous remercie beaucoup, cher journaliste. Merci à vous, Kwelo Barnabé. Vous êtes écrivain, vainqueur du concours international de littérature organisé par l'Institut des civilisations noires de la Côte d'Ivoire, enseignant à l'Université de Pertinence du professeur Honora Aguessi. En face de vous, Nadim Tchala, à vous aussi, je laisse un dernier mot avant de vous dire, de rappeler qui vous êtes. Merci beaucoup à vous. Je voudrais juste dire à nos jeunes que la vie ne se vit pas par procuration et que chacun doit rentrer dans son foyer intérieur pour savoir ce à quoi il est destiné. Et l'Africain, il est pluridimensionnel. Donc le parent doit chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant est venu au monde, qu'est-ce qui guide l'enfant, sur quelle étoile l'enfant est. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'est très important. L'indicamétrie est une science métaphysique inventée par le docteur Moussafa. On n'a pas parlé de ça ici, mais l'occasion nous sera bien sûr donnée de venir en parler. Parce que vous ne pouvez pas, comment dirais-je, faire une filière et sortir, continuer de produire des chômeurs comme on a aujourd'hui. On ne veut plus. Et on voudrait inviter les jeunes étudiants à faire plusieurs formations. Même s'ils ont des compétences, peut-être en agroalimentaire, en agrochimie par exemple, ils peuvent être capables d'animer également sur des chaînes de radio, des chaînes de télévision. Et lorsque des opportunités vont se poser à vous, vous êtes en mesure de les saisir et vous vendez encore plus cher. Aujourd'hui, on vend la sommation des compétences que vous avez acquises sur le terrain. Vous devenez expert. C'est ce qu'on vend ailleurs. Dans les systèmes anglophones, on ne cherche pas à voir, vous avez la licence, le doctorat dans la tête. Non, non. On regarde l'ensemble des formations que vous avez, votre capacité à gérer. Parce qu'au fond, le diplôme n'est que juste un parchemin. Mais c'est votre compétence à faire telle ou telle chose qui permet aux recruteurs de savoir que vous êtes différent de telle ou telle personne. Pour ça, vous prendrez X, pas Y. C'est la différence. Et c'est cette différence qu'on doit chercher. Merci beaucoup Nadim Tchala, vous êtes consultant indépendant, vous êtes juriste, politiste et communicateur, on l'aura entendu, avec le verbe et la qualité de l'expression que nous avons eue sur ce plateau aujourd'hui. Nous avons affaire à deux personnes qui savent de quoi elles parlent, notamment d'orientation des bacheliers. Vous devez savoir, chers amis, nouveaux bacheliers, qu'il ne s'agit pas d'aller s'inscrire à l'université par suivisme, par choix dicté par les parents ou dicté par d'autres personnes. Vous devez également savoir qu'il y a des filières qui peuvent vous permettre de vous en sortir mieux. Il y a des filières qui ne sont plus porteuses aujourd'hui. Il y en a d'autres qui nous amènent vers un avenir meilleur. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir accepté de participer à cet échange. Fait croiser, c'est fini.